Ça ne me concerne pas car je ne suis pas un artiste du téléchargement. Le téléchargement ne représente qu'un très faible pourcentage de... Les gens veulent de mon produit. C'est un très faible pourcentage, donc je ne suis pas un grand téléchargeur. Icône du rock détestant la célébrité, il a nié publiquement sa paternité lors d'un scandale et s'est brouillé avec les maisons de disques et ses voisins. La vie de Van Morrison est remplie de rebondissements étranges, de luttes privées et de rébellions poétiques dont la plupart des fans n'entendent jamais parler. Voici une question de quiz pour vous. Quel coup bizarre Morrison a-t-il tenté pour échapper à un contrat d'enregistrement brutal dans les années 60 ? Laissez votre réponse en commentaire, nous la dévoilerons dans la vidéo. Restez avec nous pour découvrir ses trajets secrets en hélicoptère, un contrat à 1 million de dollars qui a tout changé et comment il continue de se produire à sa façon. Mais avant d'entrer dans tout cela, nous devons revenir en arrière, car la jeunesse de Van Morrison contient quelques moments clés qui ont tout façonné par la suite. Le génie solitaire de Hinford Street, à l'est de Belfast. En 1945, la guerre venait de se terminer. Mais pour George Ivan Morrison, alias Van, le vrai tumulte ne faisait que commencer. Né sur Handford Street, dans une famille protestante ouvrière, il est arrivé dans un monde divisé par la religion, se reconstruisant à partir des décombres. Pourtant, dans sa modeste maison mitoyenne, un autre univers tournait. Un univers de blues, de jazz et de gospel, diffusé à travers une immense collection de disques que son père avait amassés lors d'un séjour à Détroit. Avant que la plupart des enfants n'apprennent à lasser leurs chaussures, Van mémorisait déjà Led Belly et Mahalia Jackson. À 11 ans, il jouait déjà de la guitare en s'aidant d'un vieux recueil de chansons de la famille Carter. À 12 ans, il a formé un groupe de skiffle appelé les Spoutniks, du nom du satellite soviétique. Pendant que les autres garçons jouaient au foot, Van arrangeait des chansons et se produisait dans les cinémas locaux. Le quartier était farouchement protestant, mais la maison des Morrison était tout sauf conventionnelle. Sa mère, Violette, ancienne danseuse de claquettes et chanteuse, s'intéressait à des groupes religieux comme les Témoins de Jéhovah. Son père, en revanche, était un athée déclaré. Voyant leur fils unique coincé entre eux, s'isolait fréquemment. Selon sa mère, il disait qu'il ne savait pas s'il avait été béni ou maudit, car la musique ne cessait jamais de résonner dans sa tête. Il était solitaire et ses professeurs le trouvaient distant. Mais derrière ce calme se cachait un garçon qui s'éclipsait en cachette dans des clubs de jazz et suppliait pour avoir des cours de saxophone auprès de George Cassidy, un musicien local qui devint l'un de ses premiers mentors. L'influence de Cassidy et les rythmes de l'Est de Belfast ne l'ont jamais quitté. Pourtant, à 17 ans, Van avait déjà traversé sa première épreuve, une tournée européenne intense avec un showband qui l'a poussé à bout, rude, sans glamour et totalement transformatrice. L'ascension d'une star qui s'est mise en grève. En 1964, Van Morrison avait troqué les clubs enfumés de Belfast contre les studios d'enregistrement de Londres en tant que leader du groupe de garage rock Them. Sa voix brute, rebelle, imprégnée de soul, portait des succès comme Gloria et Here Comes the Night. Mais malgré le succès croissant, l'emprise de l'industrie se renforçait. Van s'est toujours rebellé contre le contrôle et au sein de Them, il s'est retrouvé enfermé, jouant selon des attentes commerciales auxquelles il n'avait aucun intérêt à répondre, alors il est parti. Seul et sans contrat, il est arrivé à New York et a enregistré Brown Eyed Girl en 1967. Cela allait devenir un hymne intemporel, mais pour Van, c'était une victoire creuse. L'album est sorti sans son accord et il n'a presque rien gagné. Plus tard, il a confié être fauché, déprimé, sans argent ni direction. Cette frustration rappelait celle ressentie enfant à Belfast, à l'étroit, incompris, désireux d'agir à sa guise. Et puis est venu le rebondissement bizarre. Pris au piège d'un contrat d'enregistrement difficile après la mort soudaine du patron du label, Burt Burns, Van s'est vu dire qu'il pourrait être libre s'il livrait 36 nouvelles chansons en un an. Alors il l'a fait, mais avec des vers, des sandwichs et des divagations insensées, volontairement inécoutables. Le label les a mis de côté. Van était libre. C'était rebelle, ridicule et brillant. De cette vengeance créative est né Astral Weeks en 1968, enregistré alors que Van mourait littéralement de faim, une odyssée spirituelle tourbillonnante, c'était différent de tout ce qui existait à l'époque. Les critiques l'ont salué comme un chef-d'œuvre. Le public déconcerté s'en fichait. Cet album, né dans l'adversité, a tracé la voie d'Harmony vers son moi le plus authentique. Puis vinrent Moondance, Into the Mystic
et une carrière définie non pas par des tubes, mais par l'ambiance, la signification et la maîtrise. Son succès ne résultait pas d'une formule. Son acquisition fut ardue, spirituelle et souvent solitaire. Cependant, plus que les classements et les controverses, c'est la vie que Van Morrison s'est bâtie loin des projecteurs qui en révélaient le plus sur lui. Découvrons ensemble les secrets de son mode de vie. Le mystique de la rue Hinford. Malgré ses nombreux succès, Van Morrison n'a jamais été submergé par le chaos de la célébrité. Au lieu de cela, il s'est réfugié dans la musique, les souvenirs et le mysticisme. Ce n'était pas une affectation. Comme mentionné précédemment, sa sensibilité mystique était déjà présente à 12 ans lors d'une partie de pêche où il a bu à un ruisseau inconnu et a affirmé que le temps s'était arrêté. Il a plus tard décrit ce moment comme étant enivré par la nature, une sorte de choc spirituel qui résonnerait dans son œuvre pendant des décennies. Des chansons comme Into the Mystic et In the Garden ne sont pas seulement des paroles, ce sont des cartes de l'espace intérieur. Vaughan parlait souvent d'entendre la musique des mouettes et le son du silence sur l'eau, citant la nature comme son plus grand professeur. Alors que ses pairs couraient après les tournées et les gros titres, Van était plus susceptible d'être trouvé lors d'une promenade solitaire à travers la campagne irlandaise, carnet en poche, écoutant le vent. Le poète qui déteste la culture pop, la guerre de Morrison contre la célébrité a été aussi constante que sa discographie. Être célèbre n'est pas idéal pour le processus créatif, a-t-il dit un jour, et il a suivi ce principe religieusement. Il a refusé célèbrement les interviews avec Top of the Pops, refusé de jouer ses plus grands succès à la demande, et a souvent modifié les paroles en plein concert juste pour rester présent dans l'instant. Il trouvait de la poésie même dans le quotidien. Lors d'une récente interview, il a révélé écouter les bulletins météo-maritimes britanniques comme des compositions lyriques, les prévisions se transformant en rythme et en cadence. C'est un détail touchant qui souligne son engagement de toujours à trouver le sacré dans ce qui est négligé. Le gentilhomme ermite. Malgré sa présence sombre sur scène, ceux qui ont passé du temps avec Van en privé dressent un portrait très différent. Dans des interviews précédentes, il a été décrit comme courtois, impliqué et même joueur, commandant un simple café, lançant des blagues pince sans rire en coulisses. Un journaliste l'a qualifié d'étrangement direct, un homme sans image à préserver et sans patience pour les jeux. Il s'habille simplement, souvent en costume sur mesure avec un fidèle fedora, et mène une vie encore plus simple. Une routine discrète et disciplinée, centrée sur l'écriture, la marche, la lecture et parfois un disque de jazz, sans entourage ni apparition, tape à l'œil. Un homme à l'aise dans sa solitude. Frugal, farouche et libre, Van Morrison a toujours été avisé financièrement, mais pas au sens traditionnel du terme. Au lieu de poursuivre la richesse, il a cherché à être indépendant. Il a un jour acheté et rénové son propre studio d'enregistrement, The Wool Hall, pour enregistrer selon ses propres conditions. Il a également lancé Orangefield Records, du nom de la rue de son enfance, afin de contourner les labels traditionnels et de sortir directement du matériel d'archives pour ses fans. Même son accord de 2015 avec Sony, qui lui a permis de récupérer les droits de 33 de ses albums, a été considéré comme une décision pragmatique, moins une question d'argent qu'une stratégie à long terme pour s'assurer que son héritage atteigne la génération du streaming. Derrière chaque décision financière se trouvait le même thème, la souveraineté sur l'art. Et lorsque le monde s'est arrêté pendant la pandémie de Covid-19, Van a suscité la controverse en sortant des chansons qui critiquaient les confinements. Cela a entraîné un tollé public et même un procès en diffamation intenté par le ministre de la Santé d'Irlande du Nord. Mais cela a aussi révélé autre chose, le besoin inlassable de Van de dire ce qu'il pense, quel qu'en soit le prix. Généreux dans l'ombre. Ce que peu de gens savent, c'est que Morrison soutient depuis longtemps les autres dans l'ombre. Il a financé des bourses de blues à l'hôtel maritime de Belfast, a discrètement offert des primes de performance à ses musiciens de longue date et, pendant la pandémie, a mis en place un fonds d'aide financière pour les musiciens en difficulté. Ces actions font rarement la une des journaux, car c'est ainsi qu'il le souhaite. Une bienveillance discrète, jamais mise en avant. Morrison adopte un mode de vie intentionnellement dénué de luxe. Qu'il écoute des parasites radio comme s'il s'agissait de Miles Davis, ou qu'il marche dans les bois pour trouver la bonne phrase, il est resté ancré dans le même rythme qu'il a découvert lorsqu'il était un garçon solitaire sur Hinford Street.
Pourtant, même si le public ne perçoit que la solitude, l'histoire derrière l'homme implique des relations complexes, des muses, des scandales, des chagrins d'amour et des liens indéfectibles qui façonnent le paysage émotionnel de sa musique. Les femmes dans l'ombre. Pour un homme qui a bâti sa vie sur la solitude, les relations personnelles de Van Morrison ont été tout sauf banales. Son premier grand amour fut Janet Planet Rigsby, une muse californienne qui a inspiré des chansons comme Tupelo Honey et qui figure sur la pochette de l'album du même nom. Mariés en 1968 en partie pour éviter son expulsion, ils ont eu une fille, Shanna, qui l'a rejoint sur scène et en studio. Mais comme beaucoup des meilleures chansons de Van, le mariage était beau, bref et teinté de douleur. Son premier mariage s'est terminé en 1973. Des décennies plus tard, son second mariage avec Michelle Rocca, mondaine de Dublin et ancienne Miss Irlande, a duré plus longtemps mais a été tout aussi tumultueux. Leur relation, souvent protégée des médias, s'est délitée au fil des années. Le divorce, finalisé en 2018, a été décrit par Van comme extrêmement éprouvant. Il ne faisait pas dans le mélodrame, il voulait juste en finir. Et puis est venu le scandale que peu de gens attendaient. En 2009, un message public sur son site officiel a annoncé la naissance d'un fils avec sa directrice de tournée, Gigi Lee. On a fermement nié, déclarant que le site avait été piraté. L'enfant est malheureusement décédé en bas âge, suivi peu de temps après par la mort de Lee d'un cancer. Morrison n'a plus jamais parlé publiquement de cette épreuve, mais au milieu du chagrin, certains liens ont perduré. Sa fille Shanna reste une proche collaboratrice et des musiciens comme Brian Kennedy et Bab Kennedy considèrent de Van comme un mentor généreux. Même des légendes du blues comme John Lee Hooker l'ont rejoint sur scène au fil des années, des idoles devenues tuer des amis dans une sorte de grâce qui boucle la boucle. Derrière ces complications, il y avait toujours un homme qui construisait discrètement autre chose. Pas seulement des relations, mais un empire. Cette histoire a été racontée non pas à travers des interviews ou des gros titres, mais à travers les chiffres. Les revenus d'un homme qui n'a jamais vendu son âme. Le parcours financier de Van Morrison reflète sa carrière musicale vaste et durable. En 2025, sa valeur nette est estimée à 90 millions de dollars, accumulée au fil de décennies d'écriture de chansons, de performances et d'investissements avisés. Une part importante de sa richesse provient de sa vaste discographie, comprenant des succès intemporels comme Brown Eyed Girl, qui continue de générer d'importantes redevances. Sa production prolifique de plus de 40 albums studio lui a assuré un flux de revenus régulier, renforcé par des tournées constantes et des performances en direct. Notamment, sa société Exile Productions Limited a déclaré des bénéfices accumulés de 8,85 millions d'euros, reflétant le succès commercial de ses activités musicales. Cependant, le parcours financier de Morrison a connu des difficultés. Au début de sa carrière solo, il a été confronté à des différends contractuels qui ont entraîné des tensions créatives et ont eu un impact sur ses revenus. Malgré ces obstacles, sa résilience et son dévouement à son art ont consolidé son statut comme l'un des musiciens les plus riches d'Irlande du Nord. Pourtant, au-delà des chiffres, ce sont les investissements de Morrison dans des actifs tangibles qui offrent un aperçu de son style de vie et de ses goûts personnels. Les lieux dans lesquels il s'est réfugié, les maisons de Van Morrison, n'ont jamais été de simples adresses. Elles ont été des sanctuaires, des champs de bataille et des scènes tranquilles pour un artiste qui a passé sa vie à éviter les projecteurs. Il est né au Sainte 25, rue Inford, à East Belfast, une modeste maison mitoyenne qui est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les fans. Cette même rue allait plus tard donner son nom à une chanson introspective et, des décennies plus tard, à son propre label, Orangefield Records. À la fin des années 1960, Van s'est installé à Woodstock, New York avec Janet Planet Rigsby. L'énergie créative de cette époque et de ce lieu s'est retrouvée dans Moondance, écrit et enregistré dans le calme de la campagne environnante. Plus tard, il a déménagé à Mill Valley, en Californie, où les collines brumeuses ont inspiré la spiritualité terrienne de Saint Dominic's Preview. De retour d'Amérique, Morrison a acheté le Wool Hall, un bâtiment du XVIe siècle transformé en studio d'enregistrement dans le Somerset, en Angleterre, en 1994. Ce n'était pas seulement une retraite créative, c'était une forteresse d'autonomie. Il l'a renommée, y a enregistré plusieurs albums et a même stocké ses bandes maîtresses un an sur place avant de finalement vendre la propriété en 2002.
Mais ce qui en dit peut-être le plus long, ce sont ses liens de longue date avec Dalkey, une enclave aisée de Dublin. Là-bas, il vivait à côté du pilote de Formule 1 Eddie Irvine et s'est retrouvé mêlé à des batailles juridiques concernant des balcons et des allées. Un homme discret soudainement entraîné dans des disputes très publiques. Pourtant, même les maisons qui ont suscité des procès révèlent quelque chose d'intéressant. Van Morrison accorde une grande valeur à sa vie privée et est prêt à se battre pour la préserver. Cependant, sa volonté de rester dissimulé ne se limitait pas aux murs. Parfois, il s'envolait dans les cieux. Les véhicules l'ont emmené hors réseau. Van Morrison n'a jamais été connu pour exhiber un garage tape à l'œil, et en ce qui concerne les voitures, sa référence la plus célèbre pourrait bien être fictive. En 1967, il a sorti un petit morceau original intitulé « Qui conduisait la voiture de sport rouge ». Qu'il en ait possédé une ou non reste incertain, mais l'imagerie, comme souvent dans l'œuvre de Van, semblait plus symbolique que littérale. Après tout, une voiture de sport rouge pouvait représenter le genre de projecteur qu'il a passé des décennies à éviter. Quant aux motos, il n'existe aucune trace publique de Van dévalant les routes de campagne sur 2 roues, veste en cuir flottant au vent. De toute manière, cela ne lui conviendrait de guère. Son évasion était plus subtile et secrète. Pour les longs trajets, Van ne prenait ni le bus de tournée classique, ni l'avion de ligne. Il a choisi de s'élever au-dessus de tout cela, au sens propre. Des rapports du début des années 2010 ont révélé que Van Morrison utilisait un hélicoptère privé haut de gamme, estimé à 10,5 millions d'euros, pour voyager discrètement entre ses résidences à Belfast et Killiney. C'était plus qu'un luxe, c'était une stratégie. Cela lui évitait la circulation, les caméras et les imprévus. Certains affirmaient qu'il se déguisait en montant à bord pour préserver son intimité sacrée. Des yachts ? Il n'y a aucune preuve confirmée de propriété, mais il s'est produit au Hollywood Yacht Club à Belfast en 2016. Même à ce moment-là, il est entré et sorti discrètement, ne laissant derrière lui que la musique. Jets, yachts et même des voitures de sport métaphoriques, Van a toujours préféré des moyens de transport qui le gardent à l'écart du chaos de la célébrité. Pourtant, malgré tous ses efforts pour rester en l'air et invisible, Van Morrison n'a jamais cessé de créer et n'a jamais cessé d'être présent quand cela comptait vraiment. L'écriture du dernier acte est en cours. En 2025, Van Morrison écrit toujours, enregistre toujours et, fidèle à lui-même, continue de tout faire à sa façon. Son prochain album, Remembering Now, dont la sortie est prévue pour le 13 juin, mêle soul, jazz, folk, blues et country dans une tapisserie réfléchie de souvenirs et de sens. Ce disque est une remise en question, pas seulement un simple album. Le premier single, Down to Joy, présent dans Belfast de Kenneth Branagh, semble être un retour aux sources. C'est approprié pour un homme qui est resté un citadin dans l'âme. Il a également annoncé de nouvelles dates de concerts, y compris une performance au Waterfront Hall de Belfast, preuve que même après des décennies à lutter contre le trac, l'appel de la musique l'emporte toujours. Lors d'interviews, il a comparé le chant à la respiration, le qualifiant d'essentiel tant professionnellement que spirituellement. À presque 80 ans, Van demeure une figure complexe, farouchement discrète, mais d'une expressivité infinie. Il a suggéré qu'il pourrait dévoiler un trésor d'enregistrements inédits, des bandes datant des années 70 aux années 90, pas par nostalgie, mais parce que, comme il l'a toujours dit, la musique parle plus fort que n'importe quel gros titre. Et si le dernier rebondissement était finalement cela ? Pour un homme qui a passé sa vie à se cacher à la vue de tous, l'héritage de Van Morrison n'a jamais reposé sur le fait d'être vu. Il a été bâti sur le fait d'être écouté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vie de Van Morrison ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo à l'écran. À ne pas manquer.